Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire de la série Midi Snack. Mon nom est Andréane Rouleau. Je suis chargée de projet pour l'accès au marché au regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec ou RTCBQ. Le RTCBQ est une organisation provinciale qui unit les forces de ses 17 membres à travers la province pour favoriser le développement du secteur bioalimentaire québécois. Cette série de webinaires Midi Snack vise à outiller les acteurs du monde entrepreneurial québécois bioalimentaire dans leur démarche d'accès au marché institutionnel. Juste avant qu'on aille plus loin dans la présentation, j'ai quelques informations techniques pour vous. Donc, d'abord, ce webinaire est enregistré pour en faire bénéficier un maximum de personnes. Donc, l'enregistrement sera disponible sur notre page YouTube et sur notre site Internet, le rtcbq.com. Ensuite, tout au long des présentations, si vous avez des questions, veuillez, s'il vous plaît, les inscrire dans la section Q&R. On aura une période de questions à la fin là, pour pouvoir y répondre. Et finalement, pour respecter nos présentatrices d'aujourd'hui, je vous demanderai de garder votre micro fermé. Comme ça va leur permettre là, de s'exprimer plus facilement. Donc, aujourd'hui, comme vous savez tous, on s'attarde aujourd'hui au marché institutionnel dans le réseau de la santé. On a invité deux expertes là, que vous voyez aujourd'hui, Brigitte Marcotte, Josée Archambault, qui connaissent bien ce sujet parce que, d'abord, Brigitte Marcotte, chargée de projet SNAC pour le Centre d'expertise de l'ITHQ, eh bien, l'ITHQ a accompagné directement là, les institutions à travers le Québec là, pour se doter de cibles d'approvisionnement local. Donc, elle connaît très bien les besoins des institutions et les différentes portes d'entrée. Et finalement, Josée Archambault, là, qui travaille comme directrice des ventes chez Daily Cookie. Daily Cookie, qui est une entreprise qui vise le marché institutionnel, qui entre dans le marché, qui en fait son marché prioritaire, si j'ai bien compris. Donc, elle pourra nous donner là, ses meilleurs conseils par rapport à ça. Donc, sans plus tarder, là, je laisse la parole à Brigitte Marcotte pour nous parler des besoins des institutions. Oui, bonjour à tous. Alors, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui parmi vous au nom de l'ITHQ. L'ITHQ qui est quand même assez bien connu là, ici pour nous, mais bon, la référence au Canada pour formation spécialisée en tourisme, hôtellerie et restauration. L'ITHQ, ce n'est pas seulement qu'une école, c'est aussi un centre d'expertise. Le centre d'expertise, Andréane, tu peux passer à la prochaine. Le centre d'expertise qui, pour savoir, s'adresse davantage à l'industrie, aux entreprises dans l'industrie du tourisme, hôtellerie et restauration, ainsi qu'au grand public. Alors, on offre des services de formation spécialisée et services conseils accompagnement, d'où le mandat que nous avons avec le MAPAC dans le cadre de la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois. Merci. Alors, rapidement, une petite brève synthèse de la SNAC, parce que je pense qu'elle a été amplement présentée, mais on vise à accroître la proportion d'aliments de provenance québécoise dans les institutions publiques. On sait l'importance de l'achat local, de l'autonomie alimentaire, les orientations du gouvernement, parce que la stratégie nationale, c'est une stratégie du gouvernement auprès de nos institutions. Mais ce que la stratégie vise aussi, qui est très important, c'est un rapprochement entre les institutions publiques et les entreprises bioalimentaires, un rapprochement entre l'offre et la demande. Pour faire ce rapprochement-là, il faut préalablement bien comprendre et connaître la demande. Ce sur quoi on œuvre depuis un bon 2 ans avec une équipe conseil en approvisionnement local pour être capable de transmettre ces informations-là auprès de l'offre, les entreprises bioalimentaires qui peuvent adapter leur offre à la demande de nos institutions. Alors, les objectifs de la stratégie, ils ont été atteints. En mars 2022, on visait 45 des institutions publiques qui ont une cible. En mars 2023, 85 et ça se poursuit parce que les attentes, c'est que 100 des institutions publiques au Québec aient une cible d'achat local. Il y a des secteurs qui sont priorisés, l'éducation, l'enseignement supérieur et en ce qui nous concerne aujourd'hui, la santé et les services sociaux. Alors, CIS, CIUS, hôpitaux, CHSLD et ainsi de suite. Jusqu'à maintenant, les institutions priorisées, ça représente un bassin là, variable, mais d'environ 1583 installations qui ont une offre alimentaire. Le secteur de la santé, ça représente dans tout ça 453 installations. Puis on le voit dans un petit diagramme là, qui se trouve à droite, la santé et services sociaux, on entend parler des CIS, des CIUS et des installations. Alors, tout ce qui est
6 CIUS, ça représente les établissements du secteur de la santé et 2 relèvent les installations. Alors, un hôpital, un CHSLD, un centre jeunesse. Et toutes ces installations-là, il y a des installations qui sont autonomes, certains hôpitaux qui ne relèvent pas d'un CIUS. Alors, ça représente un bassin là, de plusieurs installations. Ce qu'on a répertorié qui ont des services alimentaires, c'est 453 installations. Les avantages de l'achat local, on les connaît, hein? Le soutien à l'économie régionale, la fraîcheur, la diversité des produits et ainsi de suite. Mais au niveau de la santé, un élément qui prend particulièrement d'importance, c'est la sécurité alimentaire. Nous, comme consommateurs, quand on se dit « je vais acheter plus localement, on va à l'épicerie », puis on est pas mal tous assez convaincus, puis il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en ce sens-là, mais les notions, les enjeux de sécurité alimentaire dans le secteur de la santé ont vraiment une importance encore plus grande. Il y en a beaucoup qui l'ont vécu au cours de la pandémie, hein, des ruptures de stock de produits de base. Alors ça, c'est des enjeux là, auxquels il faut réfléchir parce que, puis auxquels l'achat local permet, je dis bien, de minimiser les impacts si on travaille dans ce sens-là. Alors, c'est les avantages de l'achat local. Merci. L'accompagnement qu'on fait, je ne passerai pas à travers tout le processus qu'on fait parce que le but, c'est pas mais je veux quand même résumer rapidement. On fait un diagnostic de la démarche parce que la démarche de l'approvisionnement d'institutions, pour se doter d'une cible, il faut savoir où on se situe. Il faut connaître où on est pour voir vers où on veut aller. Alors, on fait un diagnostic, on accompagne les institutions puis on leur propose des cibles avec les moyens pour les atteindre. Ce travail-là, l'élément clé pour faire ce travail-là, on le fait à travers ce qu'on appelle la quantification des achats. C'est une quantification d'analyse de provenance. Ce qu'on quantifie, c'est la provenance des aliments qui sont achetés. En fait, c'est ça. Ça nous permet de déterminer la proportion des aliments qui sont de provenance québécoise dans les achats. C'est une donnée qui n'est pas, facile à faire pour les établissements parce que la donnée sur la provenance n'est pas facilement disponible, mais pas toujours accessible. Alors, nous, on a développé des outils et ce qui nous permet de faire ce travail-là pour les institutions. On va y revenir un petit peu plus tard sur la quantification. Là, je vais juste présenter brièvement le processus, mais tantôt, on va voir l'importance puis le rôle de cette quantification-là. Des exemples types, parce qu'on nous demande toujours, c'est quoi ce type d'une cible? Alors là, on ne passera pas à travers tous les exemples, mais comme vous pouvez le constater, il y a toute une multitude de types de cibles d'achat qui sont possibles. Et ce qu'on a répertorié ici, c'est vraiment des exemples réels. C'est des cas vraiment qui se sont produits dans des installations du réseau de la santé. Alors, ça peut être d'augmenter en termes de pourcentage, en termes de dollars, des catégories d'aliments, l'ensemble de la moyenne globale. Il y a vraiment plusieurs façons qui mènent un peu à la cible et à l'atteinte de la cible. Et aussi, au début, hein, dans les derniers mois, on œuvrait beaucoup à faire comprendre l'importance d'avoir une cible, dresser le portrait, puis d'arriver à des cibles. Maintenant, on travaille beaucoup plus vers des cibles qui sont beaucoup plus ambitieuses et vers l'atteinte des cibles. C'est pour ça que je vais insister sur le point numéro 3 qui est atteindre et maintenir une cible d'approvisionnement local de 60 %. Là, on peut voir qu'on n'est pas dans des petites actions timides et on est vraiment dans des orientations, des choix, des orientations qui démontrent des choix organisationnels ambitieux. Et atteindre et maintenir, parce que c'est beau d'avoir une cible, il faut l'atteindre et il faut la maintenir. Alors, c'est vers ça qu'on travaille de plus en plus avec les établissements qu'on accompagne. Ça, c'est un petit diagramme qui démontre la démarche de façon visuelle. Alors, on s'introduit à la démarche d'approvisionnement d'institutions pour quantifier leurs achats, faire des recherches pour arriver vers des propositions de substitution de produits, d'aller vers les cibles. Et l'étape numéro 4, ça va être la mise en application. Et de plus en plus, parce que le travail se poursuit, nous, on est loin d'avoir terminé notre travail, on va aller vers une boucle entre numéro 3 et numéro 4. Alors, la mise en application des cibles, et là, on retourne vers les institutions pour réévaluer la situation, proposer de nouvelles cibles. Quand on dit d'avoir des cibles plus ambitieuses, le mouvement, au départ, c'est d'engager le mouvement. Et là, de plus en plus, c'est d'aller vraiment poursuivre la mesure des cibles, l'atteinte des résultats et continuer de mettre en application. Et ce qui est important,
c'est qu'en cours de route, il n'y a pas que nous qui œuvrons dans cette stratégie-là. Il y a plein de partenaires. Il y a une chaîne d'approvisionnement qui se modifie et qui va faciliter au fil du temps l'introduction de plus de produits d'ici dans nos institutions. Bon, la quantification, je vous ai dit que je reviendrai à la quantification. Donc, la quantification des achats alimentaires, bien, ça permet plein de choses. C'est vraiment un rôle clé dans le travail qu'on fait, mais ça permet de répertorier les produits manquants sur le marché québécois. Nous, on a jusqu'à maintenant quantifié là, près de 80 millions de dollars d'achats alimentaires dans les institutions du secteur de la santé. Alors, ça nous permet d'avoir quand même un certain portrait sur qu'est-ce qui s'achète, qu'est-ce qui manque. Il y a des produits qui sont consommés et qui proviennent d'ailleurs. Et on va voir un peu plus loin, là, je vais vous amener vers ça plus vers la fin, mais le potentiel, il y a des produits que, de toute évidence, sont produits au Québec, on sait qu'on les produit, ne sont pas ceux qui se retrouvent dans nos institutions. Alors, on est capable d'avoir ce portrait-là. Avec ça, bien sûr, on guide les entreprises bioalimentaires pour offrir, adapter leur offre avec les produits qui sont en demande, qui sont consommés. Bon, on extrait des données clés pour renforcer l'offre et en résumé, ça nous permet vraiment de bien connaître la demande, avec des données, on va vraiment être capable d'avoir un portrait pour la connaître et la comprendre, cette demande-là en produits chez nos institutions. Maintenant, bon, les services alimentaires institutionnels, bien, sans doute, c'est un marché de taille. On parle de plus de 3 000. Tantôt, je vous ai présenté un chiffre de 1 583 installations. C'était ceux qui sont priorisés par la SAM, mais il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. C'est un marché qui est plus vaste que ça encore. Alors, c'est des centaines de milliers de repas qui sont servis tous les jours. On parle de plus de 2 milliards d'achats alimentaires par année. C'est un levier économique pour le secteur bioalimentaire. Et l'empreinte écologique, elle est significative. Alors, quand on veut faire une différence, on s'attaque où il y a des volumes, où nos actions vont avoir une portée. Alors, ce marché-là, bien sûr, c'en est un qui est très important. Il y a des obstacles à l'accroissement de l'approvisionnement local. Nous, depuis qu'on œuvre auprès des institutions, on n'a jamais rencontré une institution qui nous a dit non, nous, c'est pas important pour nous, on ne veut pas faire ça, on n'y croit pas. C'est pas ça l'enjeu. Il y a d'autres enjeux. Et il y a des défis qui rencontrent nos institutions qui font en sorte que c'est difficile de le faire. L'absence de traçabilité des achats, je le disais tantôt, connaître la provenance, c'est pas de soi qu'on a ces données-là tout au long de la chaîne, particulièrement au niveau des fruits et légumes. Fruits et légumes frais en saison, on peut avoir accès, mieux connaître la provenance, mais hors saison, puis il y a une variabilité de l'approvisionnement de ces produits-là. Alors, c'est particulièrement un défi important au niveau des fruits et légumes. Les reçus d'achat sont incomplets, sont laborieux à traiter et il y a un certain manque de compréhension chez nos institutions des modes de fonctionnement pour les achats mandatés qui sont confiés au centre d'acquisition gouvernementale. Alors, souvent, dans ces situations-là, ils vont être plus conservateurs. Il y a une certaine peur de prendre des risques. Alors, il y a quand même beaucoup de choses à démystifier, puis à accompagner, puis à aider à mieux comprendre les processus pour tout le monde. Il y a des enjeux, vous en doutez, comme partout, les budgets sont restreints. Alors, il y a des budgets limités qui font en sorte qu'il y a des enjeux de ressources humaines, d'espace d'entreposage, de lieux pour transformer les aliments en saison. On suggère souvent de s'approvisionner de produits de saison puis les transformer. Congélation, déshydratation. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, mais pour faire ça, ça prend des lieux. Pour faire la transformation, ça prend une capacité après ça pour les entreposer. Alors, souvent, c'est des enjeux, ça, auxquels nos institutions font face. Des manques d'outils de gestion, de connaissances, d'échanges et ainsi de suite. Alors, on le voit là, ils font face à plusieurs enjeux. Il y a des réalités auxquelles le secteur de la santé sont particulièrement confrontés. Alors, on le sait, là, ce sont des institutions de volume. On parle de nombreuses installations, de gros volumes d'achat. Alors, le système d'approvisionnement et de logistique, c'est complexe et c'est laborieux. Il y a plusieurs services qui sont appelés au niveau alimentaire dans ces installations-là. On parle de travail dans les cuisines, dans les services d'approvisionnement, en nutrition. Dans la santé, là, juste pour vous dire, souvent, il faut réfléchir à la notion de produits qui vont s'adresser aux patients
Il y a aussi toutes les cafétérias et tout, ce qui s'adresse aux employés. Puis on parle de plusieurs employés. Beaucoup de monde qui mange dans une journée dans ces installations-là et des visiteurs. Alors, il y a toute une logistique qui est complexe. Il y a une réticence à la multiplication des fournisseurs. C'est sûr, au niveau de la facturation, des livraisons, on veut centraliser pour faciliter les choses. Alors, ça représente des défis parfois intégrer de nouveaux produits. Il faut savoir ces réalités-là avec lesquelles nos installations travaillent pour être capable de proposer des solutions puis amener une offre qui va comprendre ces enjeux-là pour pouvoir peut-être justement avoir des pistes de solutions ou proposer des choses qui vont aider, être aidants face à ces réalités-là. Bon, toutes les obligations reliées à la loi sur les contrats des organismes publics qu'on appelle la LCOP. Alors, une institution publique ne fait pas ce qu'elle veut dans ses achats. Il y a de la transparence qui est derrière tout ça. On en est bien heureux comme contribuable, mais c'est la vie. Alors, il faut travailler, il faut œuvrer avec ça. Il y a des contraintes nutritionnelles et d'hygiène et de salubrité pour les patients. Des gens qui sont en milieu hospitalier, ben, il y a des enjeux de santé nécessairement, pour la plupart, pas toujours, mais bon. Alors, il y a tout ça avec quoi ils doivent négocier. La complexité des règlements et les obligations, il y a des politiques internes, il y a un fonctionnement avec le CAC. Alors, il y a toute une multitude de facteurs qui complexifient leur réalité d'achat. Il y a des spécifications rigides aussi des produits au niveau des formats, du conditionnement. Le meilleur exemple, évidemment, c'est la carotte jumbo. Moi, j'aime bien celui aussi des patates grelots. Hein? En milieu hospitalier, là, avec des gros volumes de production, ben, on veut éplucher une grosse patate. On veut ouvrir un emballage. On ne veut pas ouvrir un paquet de petits sacs. Alors, toutes ces spécifications-là, il y a une certaine rigidité. Là, on ne peut pas commencer à... C'est comme ça. Parce que quand on comprend les réalités d'enjeux de main-d'œuvre, de besoins. Alors, ça fait en sorte qu'on comprend mieux, qu'on peut mieux s'adapter et proposer des produits qui répondent à leurs besoins. Évidemment, tout ça fait en sorte que la marge de profit est quand même faible, généralement pour les fournisseurs, qui hésitent à participer aux appels d'offres. On va voir plus tard qu'il n'y a pas juste des côtés, on va passer à la prochaine, en fait, il n'y a pas juste, là, je présente des enjeux, des difficultés, des défis, mais il y a des avantages à travailler avec ce marché-là. Évidemment, c'est des énormes volumes. Alors, ça peut permettre à une entreprise d'augmenter son volume de vente. C'est aussi une participation au mouvement de société autour de l'achat local. Hein. Nécessairement, il y a comme ce mouvement-là, puis tout le monde a envie d'y participer. Il y a une prévisibilité et une stabilité des volumes, des commandes. Malheureusement, nos institutions, nos établissements de santé sont pas mal pleins à capacité, hein, on le sait. Bien, ça fait en sorte que des patients, il y en a aujourd'hui, il y en aura demain. Alors, il y a une stabilité dans les menus. On connaît les menus qui vont être élaborés dans les semaines à venir. On connaît donc, il y a une stabilité des commandes. À toutes les semaines, il y a tel volume de commandes. À toutes les semaines, le niveau de volume, il est stable. Et ça permet une diversification du marché. D'aller adresser d'autres marchés avec d'autres types avec certains produits, des fois, qui peuvent être mieux adaptés pour les volumes. Ça permet de diversifier son marché. Ensuite, l'achat alimentaire, nous, à travers nos accompagnements qu'on fait, on a réussi à faire certains constats et à avoir certaines tendances. Premièrement, ce qui est important, c'est de savoir, c'est que l'alimentation saine, locale, responsable, malgré tous les défis, malgré tous les enjeux qu'ils rencontrent pour les personnes responsables des services alimentaires, c'est important. Il y a une mobilisation aussi des institutions envers les produits et fournisseurs locaux. Il y a une méconnaissance des produits à proximité et des entreprises, mais ça, c'est très, très mobilisateur. Quand ils connaissent les entreprises et les produits, bien, ils sont mobilisés à les intégrer. Il y a un contexte favorable, hein, présentement, avec la stratégie gouvernementale des marchés publics. Le contexte, il est favorable. Il y a des changements qui s'opèrent. Il y a des choses, alors on n'est pas dans un... Oui, il y a des défis, mais le contexte est favorable pour les changements. Et on a de plus en plus une compréhension et une connaissance des besoins et des milieux institutionnels, ce qui va nous permettre, on pense qu'on peut mieux s'adapter en ayant cette connaissance-là. Des tendances rapidement là, qu'on nomme comme ça parce que ça ressort pour nous de la protéine végétale, des petits fruits québécois surgelés, les légumes frais transformés.
fruits et légumes de serre, produits durables et les mets préparés. On lance des petites pistes comme ça. Ça, c'est des choses qu'on voit qui ressortent beaucoup. Et à travers la quantification, je vous disais, on dresse le portrait. Alors, ce qu'on voit, notre constat, puis ça, c'est important de mentionner là, que ce que je présente là, ce n'est pas une analyse scientifique, là, c'est à travers nos accompagnements. On a quand même quantifié, fait pas mal assez de quantification pour pouvoir livrer ces chiffres-là, mais ça, c'est à la lumière du travail qu'on fait. Alors, les institutions qu'on accompagne, les analyses d'achat qu'on fait à travers le rapport d'achat, le rapport de vélocité, c'est ça qui ressort. Alors, tous les établissements confondus à l'heure actuelle, nos institutions publiques se situent à 45,8 d'achat de provenance québécoise. Puis, au niveau de la santé, 45,3 pour ce secteur-là. Bon, alors je vous disais qu'il y avait des opportunités, je vous les présente. Il y a des catégories de produits avec un potentiel de substitution. Alors, on parle par exemple de mets fonctionnels et d'accompagnement cuisiné. Actuellement, on a plus de 72 de produits qui sont de provenance extérieure. Alors ça, c'est toute la très grande catégorie. Là, on parle de mets texturés, de boissons avec suppléments, des purées pour bébés, soupes et ainsi de suite. Alors là, il y a 72 présentement qui provient de l'extérieur. Alors, les milieux consomment, achètent ces produits-là et ils viennent d'ailleurs. Les produits céréaliers, hein, du riz, de l'orge, de l'avoine, des céréales à déjeuner, près de 94 qui viennent de l'extérieur. Le fromage, cheddar, mozzarella en tranches râpées, en portions. On voit la proportion là, qui vient d'ailleurs. On le sait, au Québec, on est un important producteur de fromage. Et le café, c'est quand même un produit qui est consommé dans un peu partout, mais dans nos institutions, c'est la même chose. Alors, café liquide, instantané, moulu. Là, si on veut être opportuniste, si on veut analyser tout ça, bien, on peut voir que ces produits-là, là, on a une belle liste de produits qui ne proviennent pas d'ici et qui, au Québec, pour lesquels il y a un potentiel. Alors, des produits en termes de dollars qu'on peut développer, des fromages à portions, pommes de terre déshydratées. Québec est un important producteur de pommes de terre, mais déshydratées, on n'en a pas. Du lait en poudre et autres produits qui sont aussi à potentiel là, de développement. Donc, avant de se lancer, parce que c'est intéressant tout ça, oui, on pose les enjeux, on présente les avantages, les opportunités. Il y a des questions à se poser, parce que c'est peut-être pas pour tout le monde. Puis là, c'est peut-être pas, mais c'est important de comprendre, avant de faire sa décision, pourquoi on choisit ou pas de se lancer, mais il y a des questions à se poser. Est-ce que j'ai la capacité de fournir un certain volume? Parce qu'on est dans la santé, on est dans des volumes importants et des livraisons régulières. Est-ce que je suis prête, flexible et à adapter mon offre? Est-ce que c'est réaliste de dépendre d'un prix d'achat fixe? Est-ce que je suis ouvert aux livraisons de nuit? Il y a des fois des approvisionnements qui se font de nuit. Est-ce que je suis prête à développer des nouveaux produits à une période d'adaptation? Et est-ce que je suis prête à soumissionner sur des appels d'offres? En fait, toutes des petites choses qu'il faut réfléchir avant de se dire, est-ce que je me lance? En terminant, je veux vous parler de notre événement du 9 novembre. C'est la 3e édition du Forum sur l'approvisionnement, l'alimentation locale et durable dans les institutions publiques du Québec. Alors, c'est une formule en web diffusion en direct. Alors, ça se passe le 9 novembre et on s'adresse vraiment à toute l'industrie au niveau des institutions, au niveau des partenaires, des intervenants et au niveau des entreprises aussi bioalimentaires. Il y en aura vraiment pour tous pour apprendre l'état de situation de la stratégie et des pistes là, pour arrimer. Encore, je reviens un petit peu à mon présentation du départ, la demande et l'offre, comment on travaille ensemble à cette rencontre-là entre l'offre et la demande. Alors, merci. Merci beaucoup, Brigitte. Vraiment très belle présentation. Je pense qu'on en a appris beaucoup. Beaucoup de réflexions, en tout cas, de mon côté. Là, puis je pense que beaucoup pour notre auditoire aussi. Donc, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, là, je vais laisser la parole à Josée Archambault, directrice des ventes là, chez Daily Cookie, pour nous parler de justement sa stratégie, la stratégie là, de Daily Cookie là, pour vendre au marché institutionnel. Bonjour à tous. Alors, oui, merci Brigitte. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que vous allez retrouver certains énoncés que je vais vous dire parce que ça s'entrecroise. Et avant de parler de la présentation, je vais juste un peu me présenter parce qu'en fait, ma présentation, elle est simple. Elle est faite de mon vécu de plus de 25 ans dans le domaine alimentaire. Rapidement, juste pour vous dire, j'ai commencé comme
pigiste, en tout cas, je faisais des sondages. Après ça, j'ai fait une dizaine d'années chez Provigo Loblaws, donc j'ai vu le côté du détail. Et ensuite, j'ai fait des analyses de catégories, mais j'ai travaillé pour Maxi, Provigo, un petit peu Loblaws, et j'ai fini par représenter, pas représenter, mais être responsable de l'épicerie dans l'Intermarché. Fait que ça, c'est un peu entre dépanneur et le reste des magasins, si on veut, plus importants. Après, finalement, j'ai été du côté fournisseur, chose que je ne pensais pas aller. J'avais entendu un petit peu des fois pas des horreurs, mais des mauvaises situations que les gens laissaient l'acheteur en attente, etc. Mais je dois vous dire que je ne regrette pas du tout d'être du côté du fournisseur. On a vraiment des bons avantages, puis c'est dynamique, très intéressant. Alors, j'ai travaillé comme courtier pour représenter plusieurs entreprises. Ensuite, une entreprise qui faisait des muffins, fonds de tarte et biscuits. Et maintenant, depuis près de 2 ans, chez Deli Cookie, que j'adore. Alors, je suis vendue à l'entreprise, ça fait bientôt 2 ans. Fait qu'on peut regarder la présentation. L'ordre du jour, bon, c'est déjà, je vais vous parler de Deli Cookie. Je vais essayer quand même d'être brève parce que par la suite, ce qu'on veut voir, c'est comment se préparer avant une rencontre avec un acheteur. Comme je vous dis, c'est de mon vécu, c'est des choses toutes simples qui vont, j'espère, vous amener à une réflexion puis à vous dire, bon, ben OK, moi, je pourrais faire telle chose. Comment entrer en contact avec les institutions, les avantages et désavantages du marché institutionnel, on l'a vu quand même tantôt. Comment votre offre de produits diffère-t-elle si vous ciblez le marché institutionnel plutôt que le détail? Puis est-ce que, comment votre offre, c'est beau, est-ce que notre développement chez Deli Cookie de produits est fait en fonction d'un type d'institution ou non? Et finalement, quel type d'entreprise peut cibler le marché institutionnel? On est chanceux parce que ça fait environ 1 mois qu'on a été en retraite, comme on appelle, pour définir notre vision, revoir notre mission, nos valeurs et voir aussi nos objectifs pour les prochaines années, la prochaine année en cours, toutes nos actions. Alors, la vision 2030 Deli Cookie, c'est d'être un fabricant de collations reconnu au Canada et on s'est donné le défi aussi distribué en Amérique du Nord. Mission, oser surprendre le consommateur avec des collations innovatrices, mais aussi délicieuses. Fait que pour nous, c'est très important. On ne parle pas non plus de collations santé. Moi, à chaque fois, je dis, c'est pas une pomme, c'est pas un brocoli, c'est un biscuit. Mais on veut quelque chose de nutritif, mais en même temps, sans jamais oublier le délicieux parce que ben, on est gourmand puis on aime bien y avoir se gâter un peu. Valeur, coopération, reconnaissance et innovation. Bon, là, il y a beaucoup de termes. Je vais me limiter. Nos forces en haut. Deli Cookie se différencie de ses concurrents grâce à son équipe, sa capacité d'innovation, sa passion, coopération, service à clientèle, fiabilité. Et là, juste pour vous énumérer, bon, plus de 25 ans en affaires. On n'est pas toujours, je dirais, quand les gens me demandent où je travaille, les gens ne connaissent pas vraiment, à moins d'être dans le milieu institutionnel. Donc, on fait de la marque privée aussi. Nos produits sont sans traces de noix et d'arachide et les derniers points, accréditation à CEP depuis plusieurs années. Et moi, quand je suis arrivée il y a 2 ans, j'ai dit que ce serait important d'avoir prochainement d'avoir le SQF. Le SQF, c'est un niveau plus élevé d'accréditation et c'est un must, c'est une obligation pour certaines institutions, certains clients. Si on parle, admettons, de marques privées chez Walmart, IGA, Métro, nous devons avoir cette accréditation-là. Et même dernièrement, on travaille avec Aramark, mais sans être autorisé. Et on va l'être prochainement. On a signé un contrat, donc c'est en janvier qu'on va être plus formel, si on veut, là, autorisé, travailler avec leur équipe, faire des présentations. Puis c'était naturellement comment on dit, une obligation d'avoir cette accréditation qui est prévue pour novembre.
Vous allez voir nos produits en partie. J'ai mis quelques photos. Donc, on voit, on produit des biscuits, des collations. Donc, les biscuits, on a différents formats. On a aussi, si on regarde le troisième qui est soleil, on a même une petite forme de soleil, des gros biscuits de 100 grammes. Nos sablés, on peut les avoir en margarine, au beurre, des petits formats individuels. Vous pouvez remarquer que ce sont tous des formats individuels. Et je vous dirais que durant la COVID, quand on a parlé tantôt, tu sais, l'alimentation, Brigitte tantôt parlait, tu sais, que les gens étaient plus frileux. On a même vu au détail une grosse baisse dans la boulangerie quand c'est des mets faits maison. Tu sais, autrefois, c'était bien vu. Puis là, oups, on a vu vraiment le marché a été bouleversé. Et aussi, je dirais, par rapport au fait, comme on a mentionné, qu'on a de moins en moins de main-d'œuvre, que ce soit dans nos usines ou ailleurs. Alors là, nos produits sont devenus encore plus populaires, je dirais, pour aider. Céréales et granola pour terminer. J'en ai pour 2 minutes encore. Répartition des ventes, donc 20 c'est les céréales, mais tout le reste, 80 ce sont nos biscuits. On faisait autre chose avant, puis on a rétréci. Tu sais, on vendait des tartes chez Costco, etc. Puis il y a quelques années, on a dit, bon, ben, il faut qu'on devienne plus spécialisé et non s'éparpiller. Juste intéressant de voir les saveurs les plus populaires, ben, malgré qu'on vend beaucoup dans les écoles où le chocolat n'est pas toujours admis, ça demeure quand même 19 des saveurs les plus populaires, suivies de framboise et dattes et quinoa. Nos marchés actuels, ben, je l'ai mentionné tantôt, c'est beaucoup dans les écoles du Québec, services de garde, traiteurs, CHLD, services de santé, vending. Dans les prisons, on travaille avec Foodbuy. Et puis entrepôt, un peu Costco, détail, on se limite aux thématiques. Marchés ciblés, ce sont les mêmes marchés que je viens de mentionner, marques privées aussi. Et là, ce qu'on veut faire, c'est développer l'Ontario. Les dépanneurs aussi, cafétéria avec du co-branding, donc s'associer avec une marque qui est déjà très connue pour aussi continuer à développer chez Costco et dans les hôtels. Alors, on y arrive, c'est de voir, bon, la préparation avant de rencontrer un acheteur, un décideur, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, entre autres, c'est de bien maîtriser, de connaître son marché. Tu sais, c'est pas juste d'arriver, on le fait parfois, je l'ai déjà fait, c'est-à-dire, je rencontre un acheteur puis je dis, regarde, voici mon produit, il est bon, il est beau, mais idéalement, c'est de le positionner et de savoir on est où par rapport à notre compétition. Quelle est notre différenciation? Qu'est-ce qu'on a comme valeur ajoutée, nos attributs, que ce soit le produit, mais aussi nos services. On va voir tantôt, je vais vous parler de mettre en confiance le gestionnaire. Donc, tu sais, c'est quoi notre taux de service? Quels besoins on va combler? Quelle activité on a prévue? Que ce soit des rabais, remises d'échantillons, etc. Naturellement, on a à établir un prix, on a à penser la structure. C'est quoi la structure? Il faut aller chercher l'information. Il y a des programmes, il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé. Moi, je sais dans le passé, par exemple, le détail, oups, il y a des frais de manutention qui surgissent, mais c'est ça, c'est de bien maîtriser aussi. On s'adresse à Cisco ou à un autre. Qu'est-ce qu'ils ont comme programme? Fait qu'à chaque fois, c'est de demander, OK, je veux établir un prix, mais qu'est-ce qu'il faut que je considère? J'ai mentionné faciliter le travail du gestionnaire. Moi, j'ai tout le temps dans l'optique, je sais qu'on s'adresse, comme tout le monde est débordé, à quelqu'un qui est débordé, qui se fait presque harceler. Donc, c'est de voir comment on peut ressortir pour être aidant. Comment aussi on peut l'aider? Bien, moi, quand je suis arrivée, j'ai bâti un catalogue avec plein de photos pour chacun des produits. Fait qu'il faut que ce soit quelque chose de visuel, de facile à travailler. C'est des choses toutes simples là, qu'on va me dire, mais justement, un représentant, quand je fais une présentation, ils vont l'utiliser, ils vont le présenter. Si on a un nouveau produit, bien, comme vous savez, c'est d'avoir un one page puis de parler du nouveau produit, mais sans que ça soit lourd.
mettre en confiance le gestionnaire, je l'ai mentionné tantôt. Dans le passé, quand je rencontrais des gens, je me disais, wow, c'est bien beau, mais est-ce que je vais prendre le risque de travailler avec cette entreprise-là que je ne connais pas tellement si votre nom n'est pas tellement fait ou donc, démontrer la fiabilité de votre entreprise, de votre produit, vos accréditations, c'est le temps d'en parler naturellement. Les clients actuels, on le sait, si jamais, comme nous, on travaille avec Costco, ben, dès que tu dis que tu travailles avec Costco, on sait qu'il y a des audits qui sont faits. Taux de livraison, on a été très efficace durant la COVID. Il n'y a pas eu de backorder. Bien, ça, c'est quelque chose que je mets de l'avant. Là, les gens se disent, OK, si en pleine crise, il n'y a pas eu ou à peine de rupture, bien, ça les met en confiance. Bon, parution sur les réseaux sociaux, ça fait environ 2 ans qu'on est beaucoup plus présent. Et c'est intéressant parce que des fois, je rencontre des gens qui, si on n'était pas sur les réseaux sociaux, ne nous connaîtraient pas, mais qui vont me dire, pas énormément, mais il y en a qui m'ont dit, ah oui, vous êtes un peu partout. Donc, je sais, ça vient de ça parce qu'on ne voit pas souvent notre marque auprès des consommateurs. Alors, comment entrer en contact avec les institutions et promouvoir ces produits? Bien, on le sait, les emails, les appels téléphoniques, mais surtout les messages. Et j'ai ajouté visite d'usine. Ça, c'est quelque chose qui est bien intéressant, c'est que quand on a l'intérêt, parce que c'est pas tout le monde qui va venir, et ça demande aussi beaucoup de temps, beaucoup de temps, au moins une journée de préparation. Mais quand on a un bon client, je vous le dis, de pouvoir faire visiter votre usine ou de le rencontrer, ne serait-ce que dire, bon, on va prendre un déjeuner, toutes ces choses-là, mais de créer, d'avoir un team, oui, mais de dire, bon, ben, je vais prendre le temps, venez, on va bruncher, on va faire la visite d'usine. C'est inestimable ce que ça vaut parce que là, le client, il est captif, il est chez vous, on dialogue ensemble, on sort les produits, puis à chaque fois, je dis, c'est informel, on est là on crée une relation et surtout, on génère des idées. Puis, il y a des suivis par la suite. Non, on va revenir. Excuse-moi. Alors là, je suis rendue à ma deuxième bulle. Échange en haut avec un astérix. Échange avec les nutritionnistes. On en a parlé, Brigitte, un petit peu tantôt, dans le sens qu'il faut connaître. Pour se faire une place, finalement, c'est surtout là, je parle dans les institutions, là, les hôpitaux et tout ça, même les traiteurs. C'est ça, c'est d'échanger avec les nutritionnistes parce que souvent, c'est elles qui vont faire une première sélection. Ils vont regarder puis ils vont dire, OK, est-ce que ça peut rentrer chez nous? Est-ce que ça répond à tel critère? Oui. Puis là, ensuite, ils vont nous demander des échantillons, ils vont faire des tests. Et si c'est positif, bien, on va pouvoir rentrer. Et c'est là que parfois, on peut entrer aussi dans des soumissions. Ceci dit, les soumissions des hôpitaux, c'est pas quelque chose qu'on peut changer facilement. On est là, on en a avant moi, avant mon arrivée. Puis si on essaie de changer, ouf, ça demande du travail. J'ai marqué dans l'autre bulle en haut complètement, participer au salon alimentaire. Ce qui est de bien, c'est qu'on peut rencontrer des clients, on peut rencontrer des nouveaux distributeurs. C'est cher, mais c'est quand même concentré. Donc, c'est de faire une sélection. Et souvent, pour aller avec un nouveau distributeur, ben là, le distributeur va dire j'ai besoin de clients. As-tu des ventes? As-tu des clients? Et d'un autre côté, si on s'adresse à un client, il va dire OK, moi, je fais affaire avec tel distributeur, est-ce que vous êtes listé? Fait que là, c'est d'essayer, mais dans les salons, je vous dirais, c'est un bon endroit pour justement parler à des clients, aller chercher leur intérêt. Et là, dans les salons, là, pour vous dire, c'est là où il faut pas tout donner, selon moi. C'est-à-dire, il y en a qui vont faire des dégustations, c'est correct, mais dernièrement, je ne fais plus de dégustation où j'ai des échantillons que je peux remettre, mais je suis dédiée aux gens qui passent. C'est important parce que souvent, l'acheteur, ce n'est pas lui qui va venir grignoter ou déguster, prendre des échantillons. Donc, je suis disponible. C'est aussi, je ne remets pas de documents, sauf peut-être un grand document là, pour pas carte d'affaires, mais qui est à peu près grand comme ça, avec une photo, tout ça. Mais je leur dis, je prends les coordonnées, je vais faire un suivi, je vais vous envoyer des échantillons.
On a parlé de ça. Je vais vous envoyer notre catalogue aussi. Donc, j'ai un suivi à faire. Et ça, c'est tellement important de faire des suivis. Mais vous savez très bien que quand vous allez dans un salon, tout ce que vous prenez, en général, si vous les regardez, vous êtes peut-être 10 15 en général, on vient que ça fait tablette, puis on continue notre travail. Remettre des échantillons, je viens de le dire, qui sont souvent testés par la clientèle. Il y a des suivis à faire. Présentation à l'équipe, donc tout ce qui est humain, que ce soit team, mais présentiel, c'est encore mieux. Des échantillons naturellement. Infolette, on a débuté ça dernièrement, tout ça pour que les gens, on fait parler de nous. Et voilà. Tu me mentionneras tantôt combien, tu sais, si jamais je déborde ou quoi que ce soit, là, peut-être un peu, hein? Bon, je vais accélérer. Les avantages et désavantages du marché institutionnel, c'est ça. Chaque distributeur a une force de vente, format institutionnel. Les petits joueurs, justement, la marque est moins importante. Donc, c'est là qu'on peut se faufiler si on a un produit qui répond à certains critères. Il y a peu ou pas de frais de listing. Les désavantages, on les connaît en général. Il y a déjà un grand listing de produits. C'est difficile d'entrer en contact. On exige des commandes, on l'a dit tantôt, avant même d'être chez un distributeur. Fait que je vais continuer. Comment notre offre de produits diffère-t-elle si vous ciblez le marché institutionnel ou détail? Comme on sait, c'est un marché institutionnel, c'est des plus gros formats, tandis que le détail, ça doit être attrayant. Selon moi, des fois, c'est même plus coûteux. De notre côté, on est tellement institutionnel que d'aller dans la petite boîte plus boutique où ça demande d'adapter notre machinerie. Je vous dis encore une fois, on l'a mentionné, mais d'être flexible, les écoles, les hôpitaux, de penser à développer puis adapter. Nous aussi, on a parlé tantôt de pommes de terre. De notre côté, c'est un format. Il était soit trop petit, soit trop grand. On l'a adapté et oups, on a eu un contrat dans les hôpitaux, dans plusieurs hôpitaux. Donc, la flexibilité. Puis le menu doit quand même varier parce que c'est une clientèle qui est captive. Fait qu'à un moment donné, nos collations, club des petits déjeuners, en avez-vous d'autres? Parce que là, les enfants, ils l'ont vu beaucoup, la framboise, le biscuit. Juste voir. Bon, je vais passer à l'autre. Est-ce que notre développement de produits est fait en fonction d'un type d'institution? Naturellement, si on parle des hôpitaux, les CHLD, on essaie de développer en se disant on va avoir le plus de ventes possible, naturellement. C'est aussi, donc, d'où l'importance de connaître les critères de chacune des institutions, être à l'affût des tendances. Qu'est-ce qui est exigé? Brigitte en a parlé, il y a de moins en moins d'employés. Comment ils travaillent? Ils ne peuvent pas ouvrir des petits sacs, c'est des plus grands formats. Nouveaux produits, c'est ça. Bon, de notre côté, on veut aller en Ontario. En Ontario, on sait qu'il y a un guide, respect du guide, juste au 3e paragraphe. Respect du guide PPM 150 du marché éducatif en Ontario. Il faut respecter ça, que nos produits, on a développé 2 saveurs qui répondent tant de gras, tant de, bon, etc. Et ensuite, on peut les présenter, sinon on n'entrera pas. Les fiches techniques demandées et analysées par les nutritionnistes doivent être disponibles. On a mis, nous, des photos. Le côté visuel est important. Les hôpitaux, ce qu'ils essaient, c'est d'avoir le moins de sélection possible, de variété. Ils ont plusieurs clientèles. Fait que là, c'est de penser ta clientèle la plus stricte. Si je parle de tendreté, c'est d'y aller plus moelleux que de penser au biscuit qui est croquant parce qu'il ne pourra pas s'adresser à tous. Puis, comme Brigitte disait, les institutions manquent d'employés, c'est ça, on a une porte d'entrée, nous. Alors, je termine en disant quel type d'entreprise peut cibler le marché institutionnel? Je vous dirais un peu partout, on parle du marché institutionnel, mais bon, bonne gestion de la production, excessivement importante, respect des commandes, impact majeur pour remplacer un produit. Là, on s'adresse à une clientèle parfois, si la nutritionniste a sélectionné notre produit
oups, on est en rupture, elle ne peut pas du jour au lendemain dire, bon, ben OK, facilement, je vais le remplacer par un autre biscuit. Elle doit s'assurer d'avoir les mêmes critères qu'elle a déjà établis avant. Donc, l'impact est important pour eux et naturellement pour notre réputation. Ils veulent travailler avec des gens qui sont fiables, service à la clientèle, département des ventes efficace et disponible. Nous sommes des PME. Comment on peut ressortir, mettons, de Quaker, Kellogg? Ben, c'est d'être à l'écoute, c'est de pouvoir un petit peu modifier notre offre et naturellement d'être facilitant pour eux. À l'écoute des besoins, département flexible, on l'a mentionné, puis présence, ben, c'est ça, les suivis, les échantillons, les salons. Et voilà. Merci beaucoup, Josée. Toi aussi, c'était très, très intéressant. Vraiment, là, les filles, vous m'avez fait toutes les deux une excellente présentation. J'ai déjà une question très, très intéressante dans la période de questions. Je vais changer ma petite slide. Une question très intéressante de Rosemary Perron-Gagnon qui se lit comme suit. Est-ce qu'une entreprise doit nécessairement passer par un appel d'offres pour accéder au réseau de la santé? Donc, je pense que c'est une question qui s'adresse aux deux, en fait, là. Ben, moi, je peux répondre que de notre côté, moi, pas nécessairement. En même temps, quand j'ai commencé à travailler avec Daily Cookie, je dois avouer que c'était déjà bâti, on était déjà dans certains appels d'offres, mais j'ai des nutritionnistes ou d'autres acheteurs qui vont quand même parfois me demander des fiches techniques, des échantillons, et on peut arriver puis leur vendre également. Oui, si je peux, en fait, euh, la réponse à la question, c'est non, c'est pas obligatoire. Les institutions, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont des seuils à respecter. Au-delà de certains seuils, ils sont obligés d'aller en appel d'offres. Mais donc, en dessous de certains seuils, ils peuvent faire ce qu'on appelle du gré à gré, aller directement avec un producteur. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est de faciliter leur travail. Parce que tantôt, je disais dans les enjeux, hein, le défi pour eux d'avoir une multiplication de factures, de points de livraison. On veut faciliter leur tâche, leur vie. C'est leur façon de faire, hein, de se faciliter la vie. Je pense que c'est un peu normal. Tout le monde fait ça quelque part. Alors, ils veulent minimiser les différentes, les points de livraison, la facturation, tout ça. C'est normal. Mais comment on peut les aider? Identifier comment votre produit facilite leur vie. Si votre produit minimise le temps de transformation, peu importe, est facile à... C'est quoi l'avantage de votre produit pour eux? Et ben, parce que c'est pas, on ne dit pas qu'ils veulent aucun, c'est une livraison, une facture. Non, non, il y a une certaine marge de manœuvre. Puis faites-vous découvrir d'eux, faites goûter vos produits, faites-leur réaliser comment votre produit va être pertinent, puis bon, puis adapté pour eux. Ils sont capables d'aller chercher une petite livraison supplémentaire quand cette livraison-là va nous faciliter la vie dans les cuisines. Alors, c'est ça un peu qu'il faut retenir. Puis en même temps, à la question, j'ai envie de répondre aussi que je ne veux pas juste dire non, c'est pas obligé d'aller en appel d'offres, faut pas. Non, parce que vous savez, aller en appel d'offres, c'est pas si difficile que ça. Je pense même que le regroupement travaille à aider l'industrie à mieux comprendre comment répondre aux appels d'offres. Alors, ne manquez pas ces occasions-là de participer, puis de vous faire accompagner, puis d'apprendre, parce que je pense que ça fait plus peur que ça ne l'est en réalité quand on connaît et on comprend bien le chemin. Merci Brigitte. Puis oui, tu me lances une petite perche, là, ça va être notre prochain webinaire. Là. On va parler d'appels d'offres, comment devenir soumissionnaire, comment remporter des appels d'offres. Manquez pas ça, là, ça va être un webinaire aussi intéressant que celui d'aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, Josée, vous vendez seulement en gré à gré pour l'instant aux institutions? Attends une minute, je ne comprends pas ton expression. Vous répondez pas à des appels d'offres, vous faites Oui, on affaire en seulement fait. directement. Non, Ah, OK. on en a, mais je voulais juste dire que les appels d'offres, c'est que ça s'est bâti avant même que moi j'arrive. Donc, souvent, c'est qu'on me demande de reconfirmer le prix, mais ça provient d'un ancien appel d'offres. OK, je comprends, parfait. C'est ça. Donc, c'est déjà approuvé. Puis là, ben, on fait juste mettre à jour les prix. Mais c'est pour ça que je disais, j'arrive pas à ce moment-là pour dire, hey, j'ai une nouvelle saveur, c'est pas comme ça que ça passe. Il faut tout reprendre le chemin. Là.
D'accord. J'ai une question ici de Stéphanie Tellier qui dit merci pour la présentation, très intéressant. J'aurais par contre une question pour des produits non transformés. Comment est-ce qu'un producteur de petits fruits frais doit-il procéder pour entrer dans ce marché? Doit-il appeler chaque hôpital? Ben, et c'est comme n'importe. Il y a souvent plus qu'une recette dans la vie. Alors, faut qu'on peut-être dans les installations visées, souvent peut-être de proximité, dans le secteur ou à proximité du producteur transformateur, bien, peut-être voir comment il fonctionne. Est-ce que cette installation-là relève de son site? Il y a des achats qui sont centralisés. Alors, il faut peut-être s'informer comment son produit il est acheté par l'établissement qu'on vise. Est-ce que c'est centralisé par le CIUS? Il y a quand même des achats qui se font directement localement. C'est sûr que petit fruit, là, je dis, je ne veux pas me prononcer, on ne sait pas, hein, on ne connaît pas le cas, mais une chose, c'est de travailler avec les distributeurs. Le secteur de la santé, on parle de gros volumes d'achat, bien, on le sait, ils travaillent avec les gros distributeurs de ce monde, hein, Cisco collabore GFS, pour ne pas les nommer, là, c'est ça la réalité. Alors, de se faire lister chez ces distributeurs-là, eh bien, ça va faire en sorte qu'on va ressortir là, parmi les produits disponibles. Ça, je vous dirais, c'est assez un incontournable d'être listé chez les gros distributeurs. Alors, mais la question, c'est de savoir est-ce que c'est directement avec puis des fois, ça se peut que le produit se fait acheter en appel d'offres, mais que, étant donné la quantité du petit fruit qui est offert, où il est utilisé, à quelle saison, et ainsi de suite, bien, ça se peut que cette installation-là va vouloir faire une entente directe avec un producteur. S'ils sont capables de le faire parce que le volume est en deçà des seuils. Merci Brigitte pour la réponse. Est-ce que José, tu as aussi un complément d'information à ajouter ou Malheureusement, non, parce que moi, je suis plus dans c'est le bien produit correct? transformé. Excellent. J'ai une question ici d'une compagnie, Mille et une Noix, que vous connaissez probablement dans l'auditoire. Donc, les produits à base de noix et d'arachides sont-ils voulus par le marché institutionnel ou bien ils représentent un risque pour la santé de leur clientèle? Ben, je veux dire, sûrement avec les biscuits, hein, c'est pas ce qui se retrouve dans les biscuits, là, mais juste, c'est sûr que la notion d'allergie, on ne passe pas à côté de ça, mais il ne faut pas oublier la santé, là, c'est pas juste, je l'ai dit un petit peu brièvement dans la présentation, il y a tout le volet patient, mais il y a tout le volet employés, clientèle, visiteurs et tout ça qui ne sont pas nécessairement qui sont pas des patients. Donc, l'offre, elle peut être disponible. Les hôpitaux et les installations du secteur de la santé, ben, il y a des menus du jour, il y a des cafétérias, il y a des machines distributrices. Il y a beaucoup, hein, quand on y va. Pensez à quand vous allez visiter quelqu'un à l'hôpital. C'est pas bien le fun, on ne peut pas y aller, mais tout ce qu'il y a comme offre alimentaire, hein, des fois, on passe beaucoup de temps là, puis on finit toujours par avoir faim. Alors, les machines distributrices, et là, le consommateur, il est libre. Hein, s'il y a des allergies, ben, il faut que ce soit bien identifié. Il ne l'achètera pas. Mais il faut faire attention, les allergènes, ce n'est pas tout le monde qui est allergique. Là. Il y en a qui peuvent consommer ces produits-là. Donc, faut aller identifier vraiment le créneau auquel votre produit répond. Moi, j'ajouterais, nous, justement, on est sans trace de noix et d'arachide, mais quand même, c'est un atout. Mais je dirais quand même que parfois, on aimerait bien pouvoir avoir une collation qui contient des noix et des arachides parce que le consommateur en consomme, celui qui n'est pas allergique, là, mais c'est un beau marché. Donc, oui, c'est à vérifier là où je pense que les portes ne sont pas toutes fermées. Là. Merci beaucoup. Je prendrai malheureusement seulement une dernière question. Ça vient de Info SCBR. Donc, c'est une question pour Daily Cookie. Quelle est l'approche pour trouver les bons contacts lors de la recherche de nouvelles institutions? Trouver la bonne personne, le bon numéro, sollicitation courriel versus téléphonique? C'est quoi la meilleure manière? Oui, bien, si je vais, moi, parce que j'en connais, donc il y a des choses que, tu sais, qui se répètent, mais sinon, si on pense, par exemple, l'Ontario,
Ben, l'Ontario, OK, encore là, je suis allée avec certains contacts, admettons Cisco, GFS, Gordon, en demandant, mais c'est qui les contacts pour l'Ontario? Il y en a qui ne veulent pas te les donner, là, mais sinon, quand on travaille déjà ensemble. Et autrement, encore là, c'est salon alimentaire, parce qu'on arrive là, on essaye de rencontrer, puis là, ben, on demande les personnes, les contacts à faire les suivis. Et puis, moi, je dirais, c'est aussi faire des appels ou sur les sites Internet, essayer d'aller, j'ai déjà fait ça, admettons, c'était Tim Hortons, puis j'ai demandé sur leur site Internet, là, ils m'ont envoyé une autre personne. Bon, c'est quand même un bon travail quand on n'a pas de liste en tant que telle, mais l'Internet, effectivement, là, c'est une bonne recherche. Il y a LinkedIn aussi, là. Mais je dirais Internet, en allant sur le site, en visitant, en pensant à des traiteurs ou autres, là, il y a un travail à faire là-dessus. On a un potentiel, nous autres aussi, qu'on n'a pas. On n'est pas encore allé chercher. Là, on le sait, là, il y a un travail à aller chercher d'autres coordonnées, effectivement. Parfait. Ben, merci beaucoup, Josée. Il n'y a Merci rien de beaucoup à nos simple, hein, deux. en passant, je n'ai pas de solution. C'est ça. Avoir une bonne personne au ventre comme Josée, je pense que ça aide beaucoup, hein? Mais c'est très gentil, merci. Là, tu veux que je revienne? Merci beaucoup. On est flattés en venant ici. Ben, en tout cas, merci beaucoup les filles. Là, ça a été très, très intéressant, là, autant vos deux présentations. Je pense qu'on en a appris beaucoup. Je vais faire mon petit speech de fin. Donc, ben, merci à vous. Merci aux personnes qui qui ont assisté au webinaire. Là. C'est très, très apprécié. Je vais vous envoyer un questionnaire d'évaluation de ce webinaire-ci. S'il vous plaît, répondez-le, répondez-y. Ça va nous aider vraiment à nous améliorer, à vous donner des webinaires qui répondent à vos besoins. Je rajoute aussi que ce webinaire est enregistré. L'enregistrement va être disponible sur notre page YouTube et sur notre site internet, le rtcbq.com. Ne manquez pas notre prochain webinaire. Donc, comme je disais tantôt, là, ça va être un webinaire qu'on va parler dans lequel on va parler des appels d'offres. Donc, comment ça fonctionne les appels d'offres, comment est-ce qu'on se prépare pour comment une compagnie, on devient prêt à soumissionner puis finalement éventuellement remporter ces appels d'offres. Et ben, on a parlé beaucoup de distribution, donc je vais aussi vous parler de mon prochain webinaire, celui de décembre. Donc, le 5 décembre prochain, on va s'attaquer à la distribution. On a invité un grand distributeur pour justement là, parler de comment ça fonctionne, c'est quoi l'avantage de faire affaire avec un distributeur. Donc, ben, manquez pas nos deux prochains webinaires. Là. Je pense que ça vous intéresse beaucoup. Merci beaucoup encore à Brigitte et à Josée et ben, je vous souhaite ben, une bonne semaine. Merci.